Senator Joyal. Honorables sénateurs, après 23 ans de session assidue au Sénat, 10 ans de mandat à la Chambre des communes et près de 20 ans de présidence de la Commission politique du Parti libéral du Canada, section Québec, je me lève pour la dernière fois en cette Chambre afin de partager avec vous les réflexions que me suscite ce départ auquel m'oblige la loi et surtout de réfléchir avec vous sur la force dynamique qui, même après 50 ans, me tient tout autant engagé dans la vie publique. Le train politique dans lequel je suis monté il y a 50 ans arrive finalement à sa destination finale, littéralement, puisque nous sommes ici dans l'ancienne gare Union de la capitale nationale. Pour moi, c'est la fin d'un voyage exceptionnel, mais ce n'est pas la fin de mon engagement envers notre pays. Permettez-moi de partager avec vous certaines réflexions personnelles qui me sont inspirées par mon parcours dans le service public. Il n'y a pas de cause plus noble et plus patriotique que celle de défendre l'existence même de son pays et de contribuer directement à sa construction au bénéfice de tout son peuple. Des générations de Canadiens l'ont fait avant nous, plusieurs jusqu'au sacrifice ultime de leur vie, et nous ne devons jamais l'oublier. J'ai eu le privilège de servir au cours d'une période extraordinaire de l'histoire du Canada, au moment où, 2 fois, en moins de 15 ans, soit en 1980 et en 1995, 2 référendums devaient décider de la survie même du pays. J'ai pris part directement avec profonde conviction à ces 2 campagnes. La dernière, à titre de représentant du Parti libéral du Canada sur le comité du non, alors que l'honorable sénateur Pierre-Claude Nolin, lui, représentait le Parti progressiste conservateur. Mais j'ai pu intervenir immédiatement après le référendum d'octobre 1980, au moment où j'ai eu l'opportunité de co-présider le comité spécial chargé de jeter les bases d'un nouveau Canada, en rapatriant de Londres en 1982 son plein pouvoir constitutionnel, ce qui lui assurait la totale maîtrise de sa destinée comme pays entièrement souverain, et en garantissant dans une charte les droits et les libertés de ses citoyens selon un idéal d'égalité fondé sur la noblesse de la dignité de toute personne humaine. Cette conception humaniste, honorable sénateur, est une vision de l'idéal d'un homme libre, que j'ai toujours fait mienne et qui a été à la base de mon engagement dans la vie publique, et ce, dès les premiers jours. C'est cette conception que j'ai cherché à défendre quotidiennement au Sénat, dans toutes les occasions qui se présentaient, et de prendre plusieurs initiatives pour tenter de transformer les conditions de notre existence commune, de manière à construire une société plus respectueuse des choix de vie de chacun et des possibilités pour chacun de se développer selon son génie propre, en toute liberté. J'ai répondu avec passion en 1980 à l'appel au devoir de défendre l'existence même du Canada à l'encontre de la séparation du Québec, parce que j'étais convaincu que ce pays, le Canada, offre l'opportunité de développer une société de tous les possibles, ouverte à toutes les personnes qui acceptent le défi de s'ouvrir aux autres, quelle que soit leur langue, leur religion, leur race, leur provenance, leur handicap,
leur statut social, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur genre ou leurs conditions économiques. Je n'ignorais certainement pas que le fait français était minoritaire au Canada et que bien d'autres avant moi, en Acadie et ailleurs au pays, avaient dû se battre parfois avec entêtement pour défendre leur identité et leur langue, et qu'il y aura toujours des pressions sur cette langue par la force du poids démographique et culturel dominant de l'anglais en Amérique. Mais j'étais également convaincu que des lois efficaces pouvaient aussi rétablir un équilibre qui permettent d'ouvrir un espace plus vaste à la langue française et que cet équilibre puisse aussi s'appuyer sur une majorité de citoyens de d'autres langues partout au pays qui choisiraient également d'opter pour les avantages humanistes de la pluralité culturelle des identités. C'est ce pays-là que je défendais en 1980 et que j'ai défendu encore en 1995 et que j'ai toujours cherché à promouvoir au Sénat. Non pas que l'indépendance du Québec ne soit pas en soi une option estimable. Se retrancher dans ses frontières est peut-être à prime abord un réflexe plus rassurant pour son identité. Mais, personnellement, j'ai fait un choix de valeur plus large. Celui de construire une ère de liberté et de respect de ma langue qui fasse appel à ce qu'il y a de plus généreux dans l'homme, l'ouverture aux autres, la reconnaissance que la différence est une force d'humanisme plus forte qui parie sur une idée de la liberté qui fait une place pour l'ouverture et la valorisation d'identités culturelles différentes. J'ai fait ce choix consciencieusement, librement, parce que davantage ancré dans mes valeurs de civilisation personnelle. Il m'est apparu que faire cette expérience de liberté était le défi le plus exaltant d'une vie, mais qu'elle ne pouvait pas être dissociée de l'existence et de la défense simultanément de protections institutionnelles fortes qui puissent garantir que cet idéal ne s'effrite pas au gré des circonstances, des difficultés ou même des crises. Au contraire, de telles garanties peuvent assurer la résilience de cet idéal pour qu'il ne s'étiole pas, ne se dissolve pas avec le temps, mais plutôt qu'il se raffermisse et se nourrisse de la conviction qu'il est la voie à privilégier pour laisser entrevoir le futur d'une société plus ouverte, plus tolérante, plus solidaire, une société qui pourrait être pour le monde en proie aux divisions, au sectarisme, à la pauvreté, à la violence, une société comme un havre d'espoir, un idéal de paix, où toutes les différences peuvent trouver le respect, s'apprécier mutuellement et se valoriser l'une l'autre. Siéger dans la Chambre législative qu'est le Sénat est un privilège à nul autre comparable dans la vie publique. Dans la police, pas celle qui maintient l'ordre, mais dans la cité, comme disaient Platon et les Grecs de l'Antiquité. Comme sénateur, aussi bien individuellement que rassemblés comme groupe ou comme membres d'un parti, nous disposons d'un pouvoir énorme. Notre consentement est requis pour l'adoption valide de chaque loi dans ce pays. Nous devons d'abord revoir les lois initiées par le gouvernement, mais nous pouvons aussi débattre de tous les enjeux qui agitent notre monde, tout comme nous pouvons explorer toutes les dimensions des opportunités possibles qui viseraient à élargir, à améliorer l'ère de notre liberté commune. En d'autres mots, le Sénat n'est pas qu'une chambre de résistance au projet de loi du gouvernement, c'est d'abord un lieu d'opportunité pour susciter l'avènement de meilleures conditions pour le développement des valeurs qui nous définissent, la protection et l'élargissement des droits des minorités et surtout des marginalisés, de ceux qui sont aux prises avec le système carcéral et qui souffrent de déficience mentale, et bien sûr de l'entendement de la voix des régions. C'est là l'avantage fondamental de notre Chambre, qui n'est pas fondée sur le processus électoral plus à court terme et plus perméable aux pressions des électeurs, aujourd'hui eux-mêmes bombardés, assaillis par la horde des médias sociaux qui véhiculent à la fois le mieux et le pire, mais une Chambre
qui peut donner à la réflexion sa chance, qui peut donner à la pause sa distance critique, qui peut donner à l'indépendance une plus grande objectivité, qui peut donner au temps la perspective qui tempère les emportements. C'est ce rôle du Sénat en particulier qui m'apparaissait important de comprendre lorsque je suis entré dans cette Chambre et de faire partager lorsqu'en 2001, j'ai entrepris de publier un ouvrage sur le Sénat intitulé « Protéger la démocratie canadienne, le Sénat en vérité », auquel mon collègue le sénateur Mercer a fait référence. Et pourquoi? Afin de faire valoir une autre perspective que celle que la critique, jusque-là bien vocale, avait répétée comme un soliloque, à savoir que le Sénat était impotent, sourd aux préoccupations des citoyens et détaché du caractère réel de la société canadienne. En fait, honorables sénateurs, la véritable fonction du Sénat m'est toujours apparue comme liée fondamentalement au principe fédéral, lequel définit notre forme de gouvernement, en ce que l'identité et l'autonomie des régions, et singulièrement celle du Québec, y sont clairement assurés, tout comme le statut des deux langues et les droits des minorités au respect et à la protection de leur identité. C'est ce qui nous distingue d'un pays unitaire, des institutions qui garantissent à chacun de ses citoyens une autonomie de choix réelle et une plus grande liberté. Si nous ne sommes pas américains, ce n'est pas par défaut ou par dépit, mais bien parce que nous préférons une expérience d'humanisme ancrée dans une conception différente de la liberté que celle que nos voisins entretiennent, à savoir une conception qui valorise entre autres la dualité des langues, la diversité des identités et qui développe une vision de la solidarité sociale plus généreuse. J'ai toujours défendu cette conception de l'institution qu'est le Sénat dans plusieurs ouvrages, une quantité d'articles, de conférences et même, honorables sénateurs, en intervenant personnellement pour la plaider devant les tribunaux du pays, en 2013 en Cour d'appel du Québec et jusqu'en Cour suprême du Canada. La décision qui en a résulté en avril 2014 a établi clairement les paramètres de la nature constitutionnelle de notre institution, de son rôle et de sa fonction particulière dans notre système de gouvernement. C'est cette décision de la Cour, en faveur de laquelle je suis intervenu, qui fait que le premier ministre Trudeau a pu recommander 49 sénateurs qui siégeraient sans affiliation politique. Combien d'entre ceux-ci seraient aujourd'hui, s'il avait fallu pour chacun d'avoir à se présenter dans une élection pour pouvoir être présent dans cette Chambre, comme le prévoyaient les 4 projets de loi du précédent gouvernement? Je vous laisse à vos réflexions. Ce que je voulais souligner, c'est que d'autres ont été ici avant vous, qui ont agi en toute indépendance et qui ont pavé la voie à votre rôle aujourd'hui. Ce fut pour moi un privilège unique d'assumer à la fois les responsabilités de législateur et comme membre du barreau du Québec depuis 50 ans, de pouvoir agir comme partie intervenante directement devant les plus hauts tribunaux du pays à plus de 9 reprises pour faire valoir plusieurs aspects essentiels à notre existence comme pays. Le statut égal du français comme langue officielle, les droits de la personne à l'encontre d'une interprétation abusive des privilèges parlementaires, la défense du caractère constitutionnel du Sénat et sa responsabilité particulière à l'égard de la Charte canadienne des droits et libertés dans le processus de révision des lois, ainsi que la compréhension de la portée des principes institutionnels à la base de notre système de démocratie parlementaire et de monarchie constitutionnelle. De telles interventions ne s'étaient jusqu'alors jamais produites dans l'histoire politique du Parlement fédéral. Et j'en demeure profondément reconnaissant aux cours de justice qui m'ont accordé cette opportunité. Et croyez-moi, je l'ai toujours fait dans le plus grand souci de l'éthique professionnelle qui s'impose dans ces circonstances exceptionnelles. Je n'ai jamais cru que l'on devait se limiter au seul texte des projets de loi et d'en faire une étude littérale, sans vraiment en comprendre ou en évaluer la portée pour les groupes particuliers de personnes touchées, en particulier les minorités et les marginalisés.
La Charte énonce des droits et libertés qui s'apprécient dans le contexte évolutif de notre société. Ces droits et libertés ne sont pas figés dans le temps. Ils doivent aussi s'apprécier du point de vue de ceux et celles qui sont directement concernés, touchés par les projets de loi, et non uniquement en référence à la condition d'ensemble de la majorité de la société. C'est ce qui, par exemple, m'a amené en 2001, avec le sénateur Wilfrid Moore de la Nouvelle-Écosse, à faire adopter un amendement à la loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents, pour que les sentences à prononcer tiennent compte de la condition particulière des jeunes autochtones, qui, on le sait, sont fortement désavantagés dans le système de justice. Cet amendement a été adopté avec une seule voix de majorité. Bien que la ministre de la Justice de l'époque ait déclaré publiquement au Comité des affaires juridiques que le gouvernement n'accepterait aucun autre amendement et que le projet de loi avait été suffisamment bonifié à la Chambre des communes. Après l'adoption de cet amendement, le premier ministre Chrétien était furieux, mais les communes finirent par se résigner et accepter l'amendement protégeant les jeunes autochtones aux prises avec le système de justice pénale. En 2000, j'ai présenté, appuyé par le sénateur indépendant Michael Pitfield, que certains d'entre vous connaissent et avec qui ils ont travaillé, un amendement de grande importance politique pour l'avenir du Canada lors du débat du projet de loi sur la clarté. L'amendement visait à reconnaître formellement que la responsabilité première de tout gouvernement canadien est de défendre l'intégrité du pays, au-delà et avant toute considération d'une initiative de négociation de l'éclatement du Canada. Le débat fut tendu. Le gouvernement s'y opposa avec tous les moyens à sa disposition et l'amendement fut finalement défait. Mais l'argument démontré n'avait échappé à personne. Il est d'abord du devoir incontournable du gouvernement du Canada de défendre sans réserve l'existence et la survie du pays. D'autant que j'avais auparavant personnellement recommandé, dans une note confidentielle remise au premier ministre Chrétien après le référendum de 1995, de chercher à obtenir de la Cour suprême la clarification des conditions qui devaient légalement s'appliquer si jamais il devait y avoir un troisième référendum sur la séparation, afin d'éviter que le pays ne soit constamment l'otage de provinces qui puissent à tout moment déclencher des référendums sur la séparation et qu'en plus, seule la province sécessionniste puisse en interpréter et en valider le résultat. Le débat de l'amendement au projet de loi sur la clarté mettait en cause la survie même du pays et il m'apparaissait fondamental qu'avant de démembrer le Canada, il fallait d'abord poser clairement le devoir absolu de défendre sans quelque réserve son intégrité. Mais, honorables sénateurs, le débat qui fut le plus passionné et le plus long, s'échelonnant presque tous les jours sur une période de plus de 3 mois, fut celui en 1999 de l'amendement présenté par le sénateur Jerry Grafstein et moi-même qui visait à limiter le pouvoir d'extradition du ministre de la Justice vers les pays imposant la peine de mort, visant singulièrement les États-Unis, où celle-ci est aujourd'hui toujours en vigueur dans 29 États. Nous alléguions que cet article du projet de loi était contraire à l'article 7 de la Charte parce que rétablissant en fait la peine de mort. À la Chambre des communes, cette question avait complètement échappé à l'attention des députés. Le gouvernement déploya une nouvelle fois tout son arsenal pour défaire l'amendement, malgré le fait que nous ayons demandé qu'il s'agisse d'un vote libre, comme il l'avait été auparavant lors de l'abolition de la peine de mort en 1976, puisqu'il s'agissait avant toute considération d'une question de morale personnelle. Le gouvernement alla même jusqu'à informer la sénatrice Sister Peggy Butts qu'elle verrait les subventions fédérales à ces organismes de charité suspendues si elle ne votait pas comme le gouvernement l'exigeait. Le président d'alors, l'honorable sénateur Gildas Morgat, reçut l'ordre du gouvernement de voter contre l'amendement. Or, à l'encontre même de cet ordre, affirmant ses convictions personnelles, son indépendance et sa responsabilité de sénateur, le président Morgat vota en faveur de l'amendement.
Quelque temps plus tard, il fut démis de son poste et dut reprendre son siège parmi les sénateurs. Le destin voulut malheureusement qu'il décède quelques mois plus tard, en janvier 2001. Je me rendis à Winnipeg à ses funérailles avec la gouverneure générale du Canada, Adrienne Clarkson. L'amendement fut défait au Sénat après un tordage de bras inimaginable. Mais cette défaite n'était pas la fin du débat. La Cour suprême, un an plus tard, dans la décision USA against Burns and Raffi, déclara inconstitutionnelle cette disposition de la loi d'extradition, la Cour soulignant dans son jugement, au passage, qu'elle avait noté le débat qui avait eu lieu au Parlement. Honorables sénateurs, l'histoire retient toujours les gestes courageux, exemplaires et inspirants, et elle oublie ceux qui se sont pliés aux circonstances. Il est difficile de concevoir une manifestation d'indépendance plus claire et plus éprouvante que celle-là. Vous comprendrez ainsi que l'indépendance est plus qu'une étiquette dont on se réclame pour se donner bonne conscience. L'indépendance s'est déjà manifestée dans le passé au sein de notre institution, et ce, de manière éclatante. Mais un débat qui se poursuit encore aujourd'hui est celui relié à un amendement pour élargir la protection prévue à la partie 7 de la loi sur les langues officielles, présenté à plusieurs reprises par feu le sénateur Jean-Robert Gauthier entre 2001 et 2004. Le gouvernement d'alors, bien embêté de s'opposer à une meilleure protection pour les francophones ou anglophones en situation minoritaire, ajournait constamment le débat pour le faire traîner en longueur parce qu'on savait que le sénateur Gauthier allait devoir prendre sa retraite dans un avenir plutôt rapproché. Le gouvernement déclarait toujours publiquement son appui à la loi sur les langues officielles et faisait valoir ses nombreux engagements financiers au soutien des objectifs de la loi. Le sénateur Gauthier dut se résigner à quitter le Sénat sans que l'amendement ait été adopté. C'est la sénatrice Claudette Tardif et moi-même qui en prirent la succession et poussèrent le gouvernement dans ses derniers retranchements à ne pas se défiler devant son obligation constitutionnelle. L'amendement finit par être adopté en 2005, mais les règlements qui devaient s'ensuivre ne l'ont jamais été, rendant la disposition quasi caduque, comme la Cour fédérale l'a jugé en 2018. C'est toute l'Acadie et les communautés minoritaires qui en portent toujours le poids. Je ne serai malheureusement pas présent parmi vous pour contribuer au débat et à l'adoption d'une loi de modernisation de la loi sur les langues officielles, devenue une nécessité incontournable. Honorables sénateurs, la liste des amendements et des projets de loi que j'ai pu présenter ou susciter au fil des 23 dernières années est longue, et j'abuserais de votre patience si je les remémorais tous. Mais laissez-moi vous en rappeler quelques-uns. Qu'il me suffise de rappeler ceux présentés à la loi antiterroriste, en pleine crise de sécurité nationale suite aux événements du 11 septembre 2001, afin de donner un réel statut au Special Advocate ou avocat spécial, comme notion que comprend bien le sénateur Gould, pour protéger le principe de la présomption d'innocence et le droit à un procès impartial. Amendement défait sur les instances du gouvernement au Sénat, mais la substance en a été rétablie plus tard à la suite d'un jugement de la Cour suprême. Ou encore des amendements présentés en 2016, auxquels certains d'entre vous ont fait référence tantôt, avec l'appui du sénateur Cowan, pour retirer le critère de mort raisonnablement prévisible dans le projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Amendement adopté par le Sénat, mais refusé par la suite par le gouvernement à la Chambre des communes. On connaît la suite. La Cour supérieure du Québec a jugé, en septembre dernier, en pleine campagne électorale, que ce critère est non constitutionnel, contraire à la Charte, et le tribunal a donné 6 mois au Parlement pour amender la loi. Je n'aurai malheureusement pas la satisfaction de voter au cours de la nouvelle année pour rétablir l'amendement que nous avions présenté et pour lequel la majorité en cette Chambre, au Sénat, malheureusement cédant aux instances du gouvernement, n'a pas voulu réappuyer pour protéger la dignité des malades en proie à des souffrances intolérables et irrémédiables.
Je pourrais aussi rappeler l'amendement présenté en 2018, avec l'appui de plusieurs d'entre vous, à la loi sur les corporations canadiennes, pour garantir que des progrès réels soient faits pour assurer une présence équitable des femmes sur les conseils des grandes entreprises, conformément au principe d'égalité des hommes et des femmes reconnus à la Charte. L'amendement a été défait, mais le problème est encore bien devant nous. Selon les chiffres publiés récemment par le Diversity Institute de l'Université Ryerson à Toronto, les femmes en 2019 n'occupent que 24,9 % des postes de direction. Je pourrais également rappeler l'amendement en 2018 pour combattre les paradis fiscaux présenté par le sénateur Carignan et que j'ai fortement appuyé lors du débat entourant la loi sur la légalisation du cannabis. L'amendement a été défait, mais la réalité saute toujours aux yeux. Le crime organisé a maintenant envahi le domaine des permis de la culture du cannabis à des fins médicales, comme le révélait récemment le service d'enquête sur les produits de la criminalité de la police de Montréal. La prolifération des paradis fiscaux sape le principe d'équité entre tous les citoyens, principe qui est à la base du vouloir vivre en commun démocratique. La lutte contre cette plaie sociale doit être impérativement menée et poursuivie si nous ne voulons pas que la gangrène du populisme ne se répande chez nous et vienne saper les fondements de notre liberté. Ou bien les amendements présentés par l'honorable sénateur Dalphond, dont j'ai défendu la nécessité comme président du comité des affaires juridiques et que j'ai appuyé fortement le printemps dernier pour protéger le principe d'indépendance judiciaire mis en cause dans les projets de loi C-58 sur l'accès à l'information et C-337 sur la loi sur les juges et le code criminel. Dans une société de droit comme l'est le Canada, on ne peut affaiblir ce principe sans remettre en cause au même moment tout l'édifice de la protection de nos droits et libertés. Plusieurs amendements apportés à des projets de loi du gouvernement Harper, modifiant le code criminel, furent défaits, puis rétablis à la suite de jugements de la Cour suprême. Permettez-moi, honorable sénateur, de vous rappeler que les tribunaux prennent régulièrement connaissance des débats de notre Chambre lorsqu'il s'agit de décider d'une question de droit qui met en cause une loi du Parlement. Il est souvent arrivé que les tribunaux mentionnent spécifiquement les arguments soulevés lors de nos débats, et ce, 7 fois plus souvent que ceux de la Chambre des communes, comme aimait à le rappeler l'ancien sénateur George Baker. Et puis, il y a eu ces moments privilégiés où on peut contribuer directement à changer les bases des rapports sociaux au Canada pour les rendre plus égalitaires, comme lorsque j'ai parrainé au Sénat en 2005 l'adoption de la loi sur le mariage civil, une loi qui est maintenant appuyée par plus de 80 % des Canadiens. Ou le projet de loi que j'ai présenté en 2008 avec l'appui de la sénatrice Andrichuk pour établir un système réglementaire destiné à mieux protéger les droits de la personne des employés du Parlement qui seraient victimes d'abus. Ou encore les 3 projets de loi successifs présentés en 2009, 2012 et 2015 pour faire reconnaître et promouvoir les langues autochtones, projets de loi que le gouvernement a fini par faire sien et que nous avons fièrement tous adoptés en juin 2019 en rendant aux peuples autochtones la dignité de leur identité dont ils avaient été dépouillés depuis plus de 150 ans. L'histoire du pays changea alors de cours. Ou enfin les derniers projets de loi que j'ai présentés hier en Chambre, l'un pour prohiber les thérapies de conversion à l'égard des jeunes, déjà présenté en avril dernier, et l'autre amendant la loi de la capitale nationale pour protéger l'intégrité patrimoniale de la colline du Parlement et des monuments et sites historiques nationaux. Honorable sénateur, j'ai rappelé tous ces amendements et projets de loi présentés ou initiés au fil de toutes ces années pour soumettre à votre réflexion quelques-uns des enseignements que j'en tire. D'abord, ce n'est pas le fait en soi d'adhérer à un parti politique qui sape l'indépendance d'un sénateur. Je crois l'avoir illustré par le rappel de ces quelques débats passés auxquels j'ai pris part directement ou auxquels j'ai été personnellement associé. L'indépendance, honorable sénateur, c'est d'abord une échelle de valeurs personnelles que chacun se définit pour soi-même à la suite de son expérience de vie, du sens que lui-même donne à sa vie, des valeurs que le sénateur choisit de défendre, de la vision qu'il a d'une société plus libre et des initiatives que chacun d'entre nous est prêt à prendre pour les faire valoir
lors de l'étude des projets de loi, lors des débats de politique publique, ou encore pour initier par vous-même des projets de loi privés que chacun d'entre nous a la possibilité de faire. Et cette indépendance est aussi une affaire de volonté. Est-on prêt à prendre le risque personnel de s'opposer au désir du gouvernement, du premier ministre lui-même qui vous a recommandé et qui, dans certains cas, comme il s'agit pour moi, peut être votre ami intime? Il m'est arrivé à quelques reprises au cours de ces années d'avoir un débat avec le premier ministre Chrétien qui m'avait lui-même recommandé au Sénat et à qui je demeure personnellement profondément reconnaissant d'avoir pris le risque de me recommander au gouverneur général de l'époque. Ou encore, honorable sénateur, de s'opposer à un gouvernement qui veut voir sa législation adoptée à tout prix le plus rapidement possible. Ou bien opterez-vous pour vous contenter d'exprimer simplement votre point de vue et de voter en dépit de vos valeurs et de vos convictions personnelles intimes? Mais cette indépendance, elle peut aussi se défendre et se rationaliser sur un plan purement démocratique. La plus grande faiblesse qui afflige les institutions démocratiques canadiennes, comme le démontrait récemment le professeur Donald Savoie dans un livre qui vient d'être publié le 30 novembre dernier, et je le cite, est la surconcentration du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif entre les mains du seul premier ministre et de ses quelques acolytes immédiats. C'est la plus grande plaie qui afflige notre système et qui a tendance à se répandre en dépit de tous les engagements de réforme. Or, le Sénat dispose d'un pouvoir législatif réel pour d'abord garantir le principe fédéral et le respect des droits des minorités. S'il choisit de devenir une simple chambre qui donne des avis, tout sage soit-il, sans jamais insister sur les droits fondamentaux ou le respect de la lettre de la Constitution du pays, il faillit à son rôle fondamental. Le Sénat se fera alors facilement manipuler, d'autant plus si les sénateurs s'isolent dans leur individualité respective et n'agissent pas comme groupe avec une orientation politique définie, pour faire contrepoids à la toute-puissance du premier ministre et de l'appareil gouvernemental à son service et au contrôle et à l'empreinte qu'il laisse sur l'administration. Honorables sénateurs, soyez bien avisés de réfléchir avant de modifier les règlements entourant la durée des débats en cette Chambre. Le gouvernement, n'importe quel gouvernement, trouvera toujours une astuce pour tirer avantage au maximum d'une situation particulière ou d'une brèche affaiblissant d'autant les pouvoirs et l'indépendance de cette Chambre. Je demeure convaincu que le Sénat peut être aussi une tribune privilégiée pour rendre réelle et tangible la devise de l'Ordre du Canada, désireux d'une patrie meilleure, desiderantes meliorem patriam. C'est tout à fait possible. Je peux en témoigner devant vous. En m'inspirant des principes et des valeurs de culture que j'ai pu faire miennes au cours des ans, je demeure personnellement convaincu qu'un sénateur est ce qu'il ou elle fait. Le mieux est toujours possible. Il en va à chacun de nous de définir sa marge d'initiative. À notre âge de sagesse présumée, pour citer le directeur de théâtre connu Enrico Casagrande, je le cite, « J'aime mieux personnellement une vie dans la tempête qu'une vie à me reposer. Intuitivement, par goût, par devoir, par culture, je cherche la tempête. » Fermez les guillemets. J'ai tenu pour moi-même, honorable sénateur, que l'art, la réflexion, la vie de la pensée sont cette tempête qui nous mène vers le mieux. L'art est politique parce qu'il agit sur le monde. Et ce possible m'importe parce qu'il nous transforme aussi en notre fort intérieur. J'ai toujours été quelque peu dubitatif, voire craintif vis-à-vis des hommes ou des femmes politiques qui se tiennent à distance de l'histoire, de la culture, du cinéma, de la littérature, du théâtre, des musées. C'est ce que soutenait lui-même en son temps Cicéron, sénateur romain, il y a plus de 2000 ans.
Ceux-là n'entretiennent pas ce que ma mère appelait la science du doute, c'est-à-dire le fait que la vie n'a pas commencé avec nous et qu'elle ne finira pas non plus lorsque notre fin sera arrivée. La réflexion sur ce que nous sommes et ce que la liberté représente dans notre temps et notre monde d'aujourd'hui ne peuvent s'apprécier que si on fréquente les œuvres de culture. Au-delà du divertissement qui peut certainement nous alléger l'esprit, il y a la responsabilité que nous portons d'élargir notre mémoire et l'horizon de nos libertés. Si nous ne comprenons pas ce que l'histoire a emporté dans son cours avant nous, aussi bien les moments d'exaltation que les pires horreurs, comment peut-on véritablement comprendre, apprécier la portée des gestes que nous sommes appelés à poser? Par exemple, ici même au pays, c'est une certaine idée de la supériorité d'une civilisation en particulier qui a fait concevoir les pensionnats autochtones. Une horreur de notre histoire qu'on ne devra jamais oublier et qui nous engage dans la voie de la réconciliation et d'une meilleure gouvernance du Canada. Alors que c'est notre solidarité humaine qui nous a fait accueillir en 2015 25 000 réfugiés syriens fuyant la destruction et la mort certaine et qui nous amène à ouvrir nos cœurs et nos portes à la souffrance des autres peuples. C'est véritablement l'art et la culture qui nous font entrevoir les meilleurs possibles de l'homme, les plus lumineux, ceux qui nous relient à notre humanité commune et donnent son plein sens à notre engagement public et peuvent nous faire appréhender un champ plus large pour notre liberté. Ainsi, grâce à l'appui de l'Association interparlementaire Canada-France, à celui de la Bibliothèque du Parlement, du Comité de la Régie interne et des présidents du Sénat, dont particulièrement l'honorable sénateur Fury, que je remercie personnellement, mais aussi les sénateurs et présidents Ouzakos, Pessé-Nolin, Noël Kinsella, Hayes et Molgat, j'ai pu, au cours des ans, organiser au Sénat 5 différents symposiums. Le premier sur la relation d'exception entre un détenu avec la France en 2008. Un second sur la monarchie constitutionnelle au Canada avec le sénateur Hugh Segal en 2010. Un troisième à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale en 2014-2015 sur le processus de transformation politique qu'a déclenché la guerre au Canada. Un quatrième en 2015 avec la faculté de droit de l'Université d'Ottawa sur la réforme du Sénat au-delà d'un amendement à la Constitution. Et enfin, un cinquième en 2017 pour marquer le 150e anniversaire de la Confédération et nous aider à réfléchir où nous en sommes comme pays. Et je remercie singulièrement l'honorable sénatrice Seidman d'avoir accepté de coprésider ce symposium. Cette initiative, les sénateurs le savent, a été accompagnée de la frappe de la médaille du 150e anniversaire du Sénat. Projet fort heureusement mené à terme grâce à l'appui et à l'amitié infatigable de mon collègue et ami, le sénateur David Wells, médaille qui a fait la fierté d'1 millier de Canadiens et Canadiennes reconnus pour leur bénévolat. Peut-être le Sénat devrait-il en faire un programme annuel permanent qui entretiendrait sa relation continue avec les Canadiens engagés bénévolement à l'amélioration des conditions de vie de leur milieu. Chacun de ces 5 séminaires a donné lieu à la publication d'un ouvrage important, dont certains ont reçu d'ailleurs des prix remarquables, qui resteront comme un témoignage tangible de notre réflexion sur notre maturité comme pays et sur le caractère particulier de notre identité nationale. Sans oublier, bien sûr, l'initiative avec les sénateurs Fortin-Duplessis et Willie-Moore qui a permis de faire exécuter un calendrier commémoratif à l'occasion du jubilé de diamant de Sa Majesté Élisabeth II, calendrier placé au centre de la table des greffiers et honorables sénateurs dont les coûts ont été payés à même les contributions de chacun des sénateurs et du haut personnel de cette Chambre. This will remain, honorable senators, as a testimony. Ça demeurera un héritage un témoignage de notre respect envers Sa Majesté. Et je suis profondément reconnaissant aux sénateurs qui ont participé à ce projet, en particulier le sénateur Noël Kinsella, qui a parrainé cette initiative. Plus grande satisfaction et bonheur
a été de coopérer étroitement, grâce encore une fois à l'Association interparlementaire Canada-France, avec les différents ambassadeurs du Canada depuis 1974. Il y en a eu 16 en tout, depuis Jacques Viault jusqu'à son Excellence l'ambassadeur Karine Rispal, afin d'approfondir ce qui nous relie singulièrement, le Canada et la France, et mieux comprendre et appuyer les valeurs de civilisation que nos deux pays ont en commun. Cette action a permis d'appuyer fortement la défense par le Canada et la France de la règle de droit et des droits de la personne dans les forums mondiaux que sont l'ONU, le G7, le G20, l'OCDE, l'OMC et bien sûr l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai pu aussi mettre de l'avant, d'abord avec le sénateur Grafstein et ensuite avec les sénatrices Linda Fromm et Patricia Bovey, un projet de galerie nationale de portraits dans l'ancienne ambassade des États-Unis en face du Parlement et convaincre le premier ministre d'alors, Jean Chrétien, d'aller de l'avant. Malheureusement, il est regrettable que ce projet ait été abandonné en cours de réalisation par les gouvernements suivants. J'ai pu également rédiger de multiples articles dans les publications spécialisées, comme le Supreme Court Law Report, la Revue parlementaire canadienne, dans des ouvrages universitaires, publier des essais historiques, donner des conférences spécialisées dans les universités et lieux de savoir, faire des communications devant des associations professionnelles, toutes ces contributions illustrant combien la position de sénateur peut être un ferment de réflexion, d'études et de débat qui font progresser les idéaux qui sont à la base de la vitalité et du type de société qu'est le Canada. Et je n'ai pas eu à m'absenter plus qu'il n'en faut des travaux de la Chambre, puisqu'à un certain moment, on a plutôt considéré que je cumulais peut-être trop d'allocations de présidence et de vice-présidence de comités permanents ou spéciaux, comme si on pouvait trop travailler. Je vous quitte en ayant tenté de contribuer à l'amélioration de notre institution et à la protection de sa réputation et de son intégrité. J'ai pu, avec l'honorable sénatrice Andrichuk, participer dès 2004 à la rédaction d'un code d'éthique, à la nomination d'un conseiller en éthique qui soit tout à fait indépendant et nous assurer que le Sénat n'ait pas à se soumettre au commissaire à l'éthique de la Chambre des communes, comme le voulaient les deux gouvernements qui sont succédés à l'époque. Une bataille qui a duré 3 ans. Et ce qui, par ailleurs, ne m'a pas empêché de défendre les privilèges des sénateurs et la compréhension de leur rôle et de leurs responsabilités lorsque le vérificateur général est intervenu en cette Chambre sans comprendre véritablement le rôle et les fonctions d'un sénateur. Pendant 15 années, j'ai occupé à tour de rôle la charge de président et vice-président du comité de l'éthique parce que j'étais intimement convaincu que la confiance du public dans le Sénat était fondamentalement dépendante et liée à la rigueur avec laquelle les sénateurs appliqueraient les principes et les règles du Code. L'inaction d'un seul sénateur se répercute sur l'ensemble et tous en écopent. Je vous incite, honorables sénateurs, à poursuivre la révision du Code d'éthique à la suite du rapport déposé en août dernier. Il en va de l'intégrité même et de l'honneur dont cette Chambre doit maintenir bien haut la responsabilité. Je vous quitte en vous ayant laissé en don pour l'édification des générations à venir toutes ces œuvres d'art autochtones, dorénavant partie intégrante de l'environnement quotidien du Sénat. Et puis ces 9 portraits des rois de France du régime français au Canada et ces 3 portraits des rois d'Angleterre qui seront bientôt présentés dans le foyer afin de mieux comprendre et apprécier nos origines politiques, juridiques et culturelles et surtout l'imposant fauteuil du président Sir Alexandre Lacoste, un rappel de l'autorité et de la préséance de la présidence dans l'institution du Sénat. Honorables sénateurs, je ne pourrais quitter sans remercier la présidence et son bureau, le greffier du Sénat et son bureau, le bureau de la procédure, la direction des comités, l'huissier du bâton noir et son équipe, les affaires internationales, les communications du Sénat, le bureau du légiste, les ressources humaines, les services d'information. Tous ces groupes sont à notre service de manière désintéressée, objective, indépendante et combien efficace. Tout ce que j'ai énuméré plus tôt et combien d'autres choses encore n'auraient pu se réaliser sans l'amour et l'affection de ma famille immédiate,
de la personne avec qui je partage la vie, la passion pour la réflexion, pour l'écriture, l'histoire et les œuvres d'art, sans l'équipe de collaborateurs dévoués, loyaux, empressés, donnés à la tâche pour que tout soit toujours impeccable et exemplaire. Pour ceux qui sont ici dans la tribune aujourd'hui, je vois Alain Landry, Normand Villega, Moma Diang, my dear friend, mon ami, M. Aram Adjemian, pour qui j'ai tellement d'admiration pour l'ouvrage qu'il a publié pour présenter les origines du génocide arménien et qui reste tellement impliqué à défendre les intérêts de cette communauté bafouée par l'histoire. Et surtout, honorable sénateur, M. Sébastien Payette, Sébastien, qui partage mon quotidien de parlementaire depuis plus de 15 ans maintenant. Ils sont des exemples d'indéfectible loyauté, de véritable et sincère amitié. Je leur demeurerai éternellement reconnaissant. Ils savent qu'ils peuvent compter sur mes sentiments d'affection pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs conjointes et leurs familles. Commitment to public life is not... L'engagement à la vie publique ne se limite pas à défendre des valeurs fondamentales quand elles sont remises en question directement. Il s'agit aussi d'être engagé dans la défense vigilante de ces valeurs quand elles sont compromises à cause de mesures motivées par la facilité, la nobilité. La noblesse, dis-je, du service public est une récompense en soi. On n'a pas besoin de la reconnaître forcément, mais il faut savoir que la cause du service public est bonne en soi. J'ai véritablement aimé le Sénat, honorable sénateur. Je le quitte en emportant une dette personnelle à l'égard de chacun et chacune d'entre vous. J'ai été heureux ici. J'ai pu bénéficier de votre considération sincère et pour plusieurs d'une amitié chaleureuse et combien stimulante. J'ai vraiment apprécié nos débats qui sont au cœur de l'exercice qu'est la démocratie. Les idées différentes doivent s'entrechoquer. La coexistence de voix discordantes, de voix multiples, est au cœur de la santé et de la vitalité de la démocratie, comme l'a mentionné l'honorable sénateur Plett. Je remercie celles et ceux qui ont exprimé des points de vue divergents des miens. Ils m'ont aidé à pousser ma réflexion. Puis-je espérer, honorable sénateur, que nos chemins se croisent encore à l'avenir, afin que nous puissions répondre toujours présents. S'il arrive jamais que le destin de notre pays soit remis en cause et que l'idéal de liberté que nous nous en faisons requiert que nous répondions tous également en avant. Vive à jamais le Canada!